La question que tout le monde en Israël se pose aujourd'hui est la suivante. Y aura-t-il un accord pour la prolongation du cessez-le-feu à Gaza ou les combats reprendront-ils dans la bande de Gaza? La réponse ne tardera pas à venir, car la semaine prochaine, nous serons à la croisée des chemins. Entre-temps, l'opération dans le nord de la Samarie se poursuit. Le chef du Hamas à Jénine, Yisr Saadi, a été éliminé et les forces de Tsahal ont commencé à opérer dans un autre quartier de la ville de Jénine, notamment avec des forces dotées de véhicules blindés de combat Eitan dans le cadre de l'opération Mur de Fer. L'opération rend de nombreux camps de réfugiés inhabitables, car les nids de terroristes dissimulés dans les zones civiles sont exposés, laissant les infrastructures environnantes en ruine. Au sud Liban, le commandant des forces navales de la force Radwan du Hezbollah a été éliminé lors d'une opération de Tsahal, ce qui témoigne des changements historiques que Tsahal est en train de mener à l'intérieur du Liban. Toutefois, le Hezbollah n'est pas encore éliminé, comme le montre un incident survenu dans un village situé à quelques mètres de la frontière israélienne. 2 agents du Hezbollah sont entrés dans le village et ont cherché des armes dans les ruines d'une maison. Des habitants libanais de la région, en colère, les ont filmés pour montrer ce que le Hezbollah tente de faire à leur maison et la menace qu'il représente toujours pour Israël. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous expliquera ce qui se passe dans notre voisinage et répondra à la grande question. Une attaque contre le programme nucléaire iranien se rapproche-t-elle ou s'éloigne-t-elle? D'une part, le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré à son homologue américain que nous travaillerions ensemble pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Mais il s'avère aujourd'hui que l'administration Trump a demandé l'aide de nul autre que la Russie pour servir de médiateur avec l'Iran, notamment en ce qui concerne le programme nucléaire et le soutien qu'elle apporte à ses mandataires au Moyen-Orient. Qu'est-ce que tout cela dit des relations dans notre voisinage, le Moyen-Orient? Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au jour 516 de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui agissent sous le commandement et le contrôle du corps des gardiens de la révolution iranienne qui est à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground et savoir ce qui se passe en Israël. Les services de renseignement israéliens considèrent la semaine prochaine comme un tournant décisif qui nous permettra de savoir si nous nous dirigeons vers un nouvel accord de prolongation du cessez-le-feu avec le Hamas ou vers un retour à des combats de pleine intensité. Le correspondant politique de TBN, Tamir Morag, rapporte que pour l'instant, Israël estime qu'il y a de bonnes chances de parvenir à un accord, mais que cela peut aller dans les deux sens. L'accord envisagé accorderait au Hamas une nouvelle période de cessez-le-feu relativement courte en échange de la libération d'un petit nombre d'otages. Mais le Hamas est en train d'atteindre un point de basculement où il ne libérera plus d'otages parce qu'il sait qu'ils sont sa meilleure police d'assurance. Afin de convaincre le Hamas de changer d'approche, une série de moyens de pression ont été préparés à Jérusalem et au quartier général de Tsahal, à Kiryat, à Tel Aviv, et leur mise en œuvre contre le Hamas est envisagée pour les jours à venir. Il s'agit notamment de réduire le flux d'eau vers la bande de Gaza. À l'heure actuelle, environ 19% de l'eau de la bande de Gaza provient de l'État d'Israël. Si cela ne fonctionne pas, l'électricité sera coupée aux installations de dessalement de la bande, ce qui aura un impact beaucoup plus important sur la situation de l'eau dans la bande de Gaza. En outre, il y aurait une reprise progressive des frappes aériennes à un rythme croissant et la conquête de zones limitées dans l'enclave palestinienne qu'est Gaza, avant même que les combats ne reprennent complètement. Enfin, si toutes ces mesures ne suffisent pas, Tsahal enverra les 5 divisions qui se préparent à réoccuper toute la bande de Gaza et il n'y a actuellement aucune date de départ pour la délégation israélienne en vue de la reprise des pourparlers. En revanche, les Américains exercent une forte pression sur les médiateurs, le Qatar et l'Égypte, pour qu'ils exercent une forte pression sur le Hamas.
Par conséquent, nous estimons qu'il y a de bonnes chances que nous assistions à une percée dans les jours à venir. Si ce n'est pas le cas, les combats devraient reprendre de plus belle bientôt, peut-être même la semaine prochaine. Mais encore une fois, même avant la reprise des hostilités, il y a déjà eu des incidents de contact entre les terroristes et les forces de Tsahal. Mardi, Tsahal a frappé un bateau à moteur suspect repéré dans la zone côtière de Khan Younes et ont tiré sur 2 suspects qui se dirigeaient vers les forces dans la partie sud de la bande de Gaza. L'agence palestinienne Shahab a rapporté, en citant des sources locales, que 3 personnes ont été blessées lors d'une frappe d'hélicoptère dans la zone de Mawassi à Khan Younes et que 2 autres ont été neutralisées lors d'une autre frappe de drone dans le centre de Rafah. Alors les amis, continuez à diffuser la vérité, partagez nos vidéos sur YouTube et suivez-nous sur les médias sociaux. Et surtout, cliquez sur le bouton s'abonner pour rester au courant de la vérité en temps réel et savoir comment prier pour la paix à Jérusalem. Nous nous concentrons maintenant sur le nord de la Samarie, où l'opération Mur de Fer se poursuit. Dans la nuit de mardi à mercredi, la police des frontières de Tsahal et les forces du Shin Bet ont étendu l'opération dans le nord de la Samarie à d'autres zones de Jénine. En outre, une opération conjointe a été lancée en coordination avec l'unité de couverture de la police des frontières, Mista Aravim, ainsi qu'avec les forces de Tsahal de la brigade Ménaché, guidées par des renseignements précis du Shin Bet. Le but de cette opération était de tenter d'arrêter le chef de l'organisation terroriste du Hamas à Jénine, Yisser Saadi, mais celui-ci ne voulait pas être capturé vivant. Il a donc tiré avec certains de ses hommes de main sur les forces israéliennes qui s'approchèrent de lui. L'un des autres tireurs a également été neutralisé et 3 autres individus recherchés ont été arrêtés. Des armes et d'autres objets de contrebande ont également été saisis lors d'une perquisition dans le bâtiment. Les individus recherchés qui ont été arrêtés et les armes confisquées ont été remis aux forces de sécurité israéliennes pour qu'elles les traitent ultérieurement. Aucune victime n'a été signalée parmi nos forces. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements dans le secteur le plus chaud de Judée et de Samarie. Nous vous invitons donc à continuer à diffuser la vérité en partageant nos vidéos sur YouTube et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Maintenant que nous nous concentrons sur l'arène du Nord, Tsahal agit pour éliminer la prochaine génération de dirigeants du Hezbollah. Mardi, en fin de matinée, un avion de l'armée de l'air a frappé et éliminé le principal agent des forces Radwan, Kader El-Hashim Nirtaer. El-Hashim a rejoint l'organisation terroriste du Hezbollah il y a une vingtaine d'années et a depuis occupé divers postes au sein de cette organisation. En tant que commandant de la force navale, il a joué un rôle important dans le transfert d'armes au Hezbollah via les voies maritimes et dans la planification des activités terroristes du Hezbollah dans la zone maritime contre l'État d'Israël et ses citoyens, même pendant le cessez-le-feu. Pour rappel, le portail d'information britannique Guardian a publié cette semaine un article sur le désespoir et l'effondrement du Sud-Liban à la suite de la guerre avec Israël, qui a entraîné des destructions massives et des milliers de morts. Selon l'article, après 13 mois de combat, le Hezbollah, autrefois considéré comme la milice non étatique la plus puissante au monde, tente de se remettre des coups qu'il a subis et le contrôle presque total qu'il exerce sur le Liban depuis 2 décennies a été considérablement affaibli au cours de la dernière année de cette guerre. La plupart des hauts responsables de l'organisation ont été éliminés dans les combats avec les forces armées libanaises, de même que des milliers de combattants et de nombreux stocks d'armes qui ont été détruits. Les dommages causés à l'organisation sont fortement ressentis dans les communautés du Sud-Liban qui constituent sa base de soutien. Au début de la guerre, le Hezbollah a promis de dédommager les victimes des combats, mais aujourd'hui, de vastes régions du pays sont en ruine, en particulier les villages où vivaient ses partisans, et le Hezbollah peine à trouver les fonds nécessaires pour tenir sa promesse. Il a demandé à ses partisans de faire preuve de patience, mais des signes indiquent déjà que cette patience est en train de s'épuiser. Tout ceci fait suite à plusieurs frappes supplémentaires menées par nos forces hier en Syrie et au Liban,
Et malgré le cessez-le-feu dans le secteur, mardi encore, Nabir Beiri, le président du Parlement libanais et le chef du mouvement chiite Amal, a déclaré qu'Israël ne se contentait pas de se positionner sur 5 points clés au Liban à la fin du retrait de Tsahal. Il a accusé Israël d'établir une zone de sécurité d'1 à 2 kilomètres à l'intérieur du territoire libanais. Par ailleurs, après la frappe d'hier en Syrie, qui visait un site militaire du régime Assad en déroute par crainte que les rebelles ne s'emparent des armes en place, l'armée de l'air a procédé plus tard dans la soirée à une autre frappe à la frontière syro-libanaise. En ce qui concerne le Liban, une vidéo inquiétante montrant des terroristes du Hezbollah à quelques mètres de la frontière avec Israël a fait surface mardi sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on peut voir des personnages à la recherche d'armes et de munitions dans les ruines d'une maison détruite, à quelques mètres seulement du territoire israélien. D'un côté, c'est une mauvaise nouvelle que le Hezbollah se sente encouragé à être si proche, mais d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle qu'il en soit réduit à essayer de récupérer des armes et de l'équipement dans une maison détruite. En parlant de maisons détruites, le gouvernement israélien a déclaré en début de semaine que les habitants des communautés du nord d'Israël pouvaient retourner dans leurs maisons, dont beaucoup ont été touchés par des roquettes et des missiles du Hezbollah au cours de cette guerre. Les premiers rapports indiquent que de nombreux habitants hésitent à rentrer, car ils craignent que le Hezbollah n'ait pas été vaincu et qu'il continue à essayer de nuire à Israël. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements concernant la Reine du Nord. Nous passons maintenant à Mati Shoshani, analyste principal du Moyen-Orient à TBN, qui répondra à la question cruciale suivante. Une attaque contre le programme nucléaire iranien se rapproche-t-elle ou s'éloigne-t-elle? Le président russe Vladimir Poutine a accepté la demande du président américain Donald Trump de servir de médiateur dans les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, en vue de parvenir à un accord. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, sachez qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant. La Russie est entrée de plein pied dans le jeu moyen-oriental. Pour faire le point sur les événements de la semaine dernière, le président Trump, le vice-président Vance et le président ukrainien Zelensky se sont réunis à la Maison-Blanche. Pour faire court, il semble que les États-Unis tentent de former une alliance avec la Russie. Permettez-moi d'expliquer ce que cela signifie et pourquoi cela se produit. La Russie a des intérêts au Moyen-Orient depuis très longtemps. Elle a été un acteur mondial et elle a l'intention de le rester. Le président Trump est entré en fonction avec un programme très fort de conclusion d'accords. Pour nous, en Israël, c'est une chose positive. Il veut mettre fin à la guerre en cours avec le Hamas dans la bande de Gaza. Pour ce faire, il a dit très clairement et très rapidement « Israël, faites tout ce dont vous avez besoin, quoi qu'il en coûte ». Il a fait appel aux Saoudiens, aux Qataris et a fait tout ce qu'il fallait pour que cela se produise le plus rapidement possible. Il n'en va pas de même pour la Russie et l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est vraiment compliquée. Elle est liée à une relation très complexe entre l'OTAN, la Russie et les États-Unis, ainsi qu'à une relation très complexe entre les États-Unis et la Russie. Mais les intérêts en jeu jouent également un rôle beaucoup plus important dans cette histoire. L'Iran fait partie de cette histoire. Je sais que cela peut sembler contre-intuitif, mais l'Iran est lié à la Russie et aux États-Unis. Où les Iraniens se procurent-ils leurs armes? En Russie. Où se procurent-ils leurs missiles anti-aériens? Ils les obtiennent de la Russie. À qui l'Iran vendent-ils leurs drones? Vous devez sûrement avoir une petite idée où je veux en venir. Il s'agit donc d'une relation vraiment intéressante et complexe, comme toutes les relations dans cette région du Moyen-Orient, où les États-Unis, la Russie et l'Iran sont étroitement imbriqués. Pour rappel, les Iraniens se trouvent dans une situation très délicate, entre le marteau et l'enclume, ou plutôt entre le marteau et les États-Unis et Israël. Ils anticipent toute action militaire contre eux. Ils anticipent en même temps une pression financière maximale de la part des États-Unis à leur encontre, ainsi que de plusieurs autres pays. Ils sont donc très préoccupés par l'avenir. Et ne l'oublions pas, il y a aussi l'aspect militaire. L'Iran développe un programme nucléaire à des fins militaires. Israël a planifié et menacé d'exécuter une attaque militaire contre eux. Les États-Unis ont mis cette option sur la table. Pendant tout ce temps, les Iraniens cherchent une issue. Ils cherchent une option pour parvenir à un accord. Ils cherchent à changer la situation actuellement défavorable pour eux. Et c'est là que la Russie entre en jeu. La Russie est un allié des Iraniens. Elle a été leur partenaire commercial en échangeant des marchandises, des armes, des renseignements et de l'argent. Oui,
Si vous êtes en dehors du système SWIFT et à l'intérieur de la bulle des sanctions américaines, comme le sont la Russie et l'Iran, la progression naturelle est que vous coopérerez les uns avec les autres. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. La Russie et les États-Unis, ainsi que la Russie et les Iraniens, participent à la recherche d'un accord. Il y a plus de choses que nous ne savons pas à ce sujet que nous n'en savons actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que la Russie, qui s'est positionnée pour être une superpuissance dans cette région, encore une fois, devrais-je dire, travaille main dans la main ou prévoit de travailler main dans la main avec les États-Unis et l'Iran pour apporter une sorte de stabilité régionale et de changement régional. La raison en est le désir de toutes les parties de faire évoluer la situation avec la volonté iranienne de se doter d'une bombe nucléaire et son influence négative sur la région et d'en faire quelque chose de clair avec un accord entre eux et les États-Unis qui apporte la stabilité à la région et permet aux États-Unis de se concentrer sur la construction d'une relation avec l'Arabie saoudite, la prochaine phase des accords d'Abraham, etc. Mais il y a une autre chose qui est intéressante ici. L'Iran a progressé plus rapidement que jamais vers une capacité nucléaire. Les États-Unis veulent pouvoir mettre fin à cette histoire sans avoir à envahir ou à bombarder directement l'Iran. Israël serait heureux de bénéficier de la même solution. Nous préférons qu'il s'arrête tout simplement plutôt que de nous voir lancer une attaque militaire dans le pays. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'au moment même où nous parlons d'un accord, les Russes envoient des assistants et des conseillers en Iran pour les aider à se doter d'une capacité nucléaire. Ils ont fait partie de leur stratégie de défense contre les attaques américaines et israéliennes jusqu'à présent. Il semble qu'ils cherchent à nouveau à exercer une influence et à s'impliquer dans la prochaine phase, celle du nucléaire. Qu'est-ce que tout cela signifie pour Israël ? Pour Israël, cela signifie que nous nous trouvons dans une période très délicate et dangereuse. Nous devons être extrêmement prudents quant à la manière dont nous nous associons à nos alliés et dont nous luttons contre nos ennemis. La Russie et Israël entretiennent depuis longtemps une relation fraternelle. Nous sommes à la fois amis et ennemis. Nous avons coopéré en Syrie, nous avons coopéré au Liban. Mais il s'agit davantage d'un échange d'informations et d'un véritable travail main dans la main. Et cette nouvelle phase où la Russie est impliquée dans les négociations avec l'Iran est quelque chose qui nous préoccupe profondément et que nous devons suivre régulièrement. Comme toujours, si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe ici, assurez-vous de suivre, de partager et de vous abonner. Nous en avons besoin et nous voulons que vous restiez au courant de tout ce qui se passe dans cette région. Je suis Mati Shoshani et à vous Yair Pinto depuis les studios. Merci Mati d'avoir clarifié les choses pour nous et de nous avoir permis de voir de quel côté les vents soufflent dans cette région et surtout de savoir comment prier pour la situation. Et maintenant, nous passons au président des États-Unis, Donald Trump, qui a prononcé le discours sur l'état de l'Union hier soir devant le Congrès américain en évoquant toute une série de sujets. Trump n'a pas beaucoup parlé de la question des otages israéliens et de la guerre dans la bande de Gaza, mais dès qu'il les a évoqués, il a déclaré « Nous ramenons nos otages de Gaza ». Le Moyen-Orient est une région difficile. Tout en dressant la liste de ses réalisations en tant que président des États-Unis, Trump a également fait état des succès remportés au Moyen-Orient par son administration précédente et actuelle, déclarant « Au Moyen-Orient, nous avons ramené nos otages. Nous avons conclu les accords d'Abraham. Beaucoup de choses se passent au Moyen-Orient. Plus je participe à cette guerre ici en Israël, plus je comprends qu'elle se déroule sur plusieurs fronts. Le premier front est le front physique avec les chars, les soldats, les avions, et nous sommes en train de gagner ce front. Le deuxième front est la bataille pour la vérité. Sur ce front, nous perdons beaucoup et nous avons besoin de votre aide pour partager ce qui se passe réellement en Israël. Enfin, le front le plus important est le front spirituel. Et comment mener une guerre spirituelle ? En priant. Prions donc pour que nos dirigeants fassent preuve de sagesse. Prions pour les soldats de Tsahal et nos alliés qui risquent leur vie pour un avenir meilleur. Prions pour tous les civils innocents qui sont touchés par ces terroristes maléfiques et aussi difficile que cela puisse être, en particulier pour moi. Prions pour que nos ennemis voient la vérité et reçoivent une révélation du Dieu d'Israël, Yeshua. Et le plus important, n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem,